Voilà, non seulement l'exercice ne nous accorde que 10 minutes, mais en plus je vais donner la parole aux intervenants dans ces 10 minutes. Donc Olivia, il y aura une possibilité de donner un micro pour répondre. Oui. Tout d'abord, je voudrais dire un mot en tant qu'avocate parce que je pense que c'est extrêmement important dans le système. On sait tous quand on pratique, et à l'attention des étudiants, j'aimerais aussi faire passer ce message, qu'on arrive après tous les filtres et on arrive avec énormément de personnes incarcérées qui sont en fait des toxicomanes. Il n'y a peut-être pas de chasse aux toxicomanes en tant que telle, mais c'est une réalité. Il y a énormément de détenus toxicomanes. Et on doit apprendre comme avocat à travailler de manière pluridisciplinaire. Et j'aimerais remercier d'ailleurs les associations, je ne pourrais pas toutes les nommer, mais Capiti, Transit, La Masse, etc., du travail qu'elles font. Et parce que c'est vrai que je les ennuie un peu parfois chaque semaine, parce que comme avocat aussi, on est démunis, et si on ne se bouge pas, si on n'a pas cette approche multidisciplinaire, pluridisciplinaire, qu'on ne se fie pas uniquement à la loi, à l'application de la loi et à sa petite plaidoirie et à sa petite personne comme avocat, eh bien, on ne va pas aider à faire fonctionner un système qui dysfonctionne déjà complètement. Alors j'ai une première question parce que Madame la juge d'instruction Grégoire, dans sa pratique, arrive finalement aussi un petit peu en bout de course. Elle a les consommateurs qui ont commis d'autres délits, mais principalement des consommateurs qui sont très, très souvent des petits vendeurs. On a entendu l'inspecteur Van der Rest qui disait tout à l'heure que finalement, les personnes qui sont arrêtées, c'est pas Al Capone, c'est vraiment des petits dealers. On est loin d'une criminalité grave dans la majeure partie des dossiers. Et donc, j'aimerais demander à Madame la juge d'instruction si elle estime avoir les outils adéquats avec les législations en vigueur actuellement en tant que juge d'instruction pour aborder ce type de personnes qui sont déférées devant elles par le parquet. Non, on n'a pas que des petits... oui, voilà, bien sûr. On a quand même la majorité des gros trafiquants. Mais non, à la question que vous me posez, la réponse est non, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens adéquats, je pense. Parce que, comme je le disais, mettre en prison n'est certainement pas la solution pour mettre fin à ce problème de toxicomanie. Et je fais toujours la réflexion, on est démunis également, et je fais le parallèle, face à des gens qui ont commis des actes parfois très graves et qui n'ont plus toutes leurs facultés, j'ai envie de dire comme ça, qui pourraient dépendre de la loi sur la défense sociale, et on finit parfois par avoir des internements. Et donc, nous, en fait, on se rend compte que on doit protéger la société, hein, c'est la sécurité publique qui s'impose, et donc ces gens, comme on ne peut pas les placer dans les institutions, on n'a pas ce pouvoir, en fait, en tant que juge d'instruction, de placer quelqu'un dans une institution. Parfois, la seule chose qu'on peut faire, c'est les mettre en prison, dans la clinique de la prison, si je peux dire, en fait, hein, dans l'aile médicale de la prison, le temps que l'enquête soit faite, mais c'est pas la solution. C'est certainement pas la solution. Ils sont pas là, ils sont pas bien là. C'est pas là qu'ils doivent être. Ils doivent être soignés, tout comme des toxicomanes. Et là, c'est vrai que c'est un regret. Je sais que ça avait été envisagé à un moment de donner la possibilité qu'on place des gens, qu'on oblige en fait, qu'on puisse faire rentrer des gens dans des centres de soins. Mais ça n'est, voilà, je pense que pour les questions financières, ça n'a pas été retenu. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Donc, face à ça, parfois, on est obligé de prendre des décisions pour protéger la société qui ne sont pas des décisions idéales pour la personne concernée. Je vous remercie. Et j'ai une question également à monsieur le substitut du procureur du roi. Je sais, donc vous savez tous que le parquet a l'opportunité des poursuites, donc il choisit s'il peut poursuivre ou ne pas poursuivre. Madame le professeur Guillain a rappelé tous les problèmes de légalité procédurale
par rapport aux poursuites en matière de stupéfiants et j'étais un petit peu interrogative lors de votre dernière intervention parce que, en fait, oui, le parquet a l'opportunité des poursuites, mais finalement, il n'y a pas uniformité des poursuites. Il n'y a pas de course aux délinquants consommateurs, mais quand même, la majeure partie des gens... Enfin, il n'y a pas de course aux consommateurs. Je dois aller trop vite, mon intervention. Mais on voit qu'il y a quand même énormément de situations similaires qui sont traitées de manière hyper différente. Et donc, moi, c'est vrai que je ne comprends pas, et c'est vrai que c'est difficile aussi pour les chercheurs de comprendre, parce que ça va de la demande du mandat d'arrêt à la médiation, à la citation directe, au procès-verbal de comparution immédiate, à la transaction qui est souvent complètement illusoire, évidemment, pour le public des toxicomanes, au classement sans suite, à la mise en garde, etc. Et donc, je pense qu'il y a absolument une insécurité juridique totale en matière de poursuite. Même si vous avez, j'en suis tout à fait consciente, l'opportunité des poursuites, en tout cas, personnellement, comme avocat et quand j'essaie de réfléchir au sein de l'université, eh bien, je suis très mal à l'aise avec cela, parce que finalement, la loi est tellement inadéquate actuellement qu'on se retrouve avec une multiplicité de solutions qui n'en sont pas vraiment au final. Donc, j'aimerais avoir votre avis par rapport à cette réaction. Si je comprends bien votre question, elle porte sur les toxicomanes qui commettent d'autres délits. Tout à fait. Alors, je peux parfaitement comprendre votre constat. Il peut s'expliquer par différents facteurs. Donc, on a des circulaires internes du parquet qui définissent des priorités. Mais à côté de ces circulaires internes, il y a une infinité de facteurs. La circulaire interne, elle va dire de façon assez schématique, le trafic d'héroïne est une priorité. Elle ne va pas lister des critères en disant, tiens, si ce critère-là est rempli, alors on doit faire ça. Si celui-là n'est pas rempli, alors vous pouvez faire ça. Donc, ce qui veut dire que l'appréciation in concreto du dossier, elle est réservée aux magistrats. Alors forcément, on n'est pas tous coulés dans le même moule, si je puis dire. On perçoit tous les choses avec notre propre regard. Et donc certains magistrats sont plus sensibles à certaines matières, plus sensibles à d'autres, sont plus sensibles à des problématiques, à des personnes, etc. Et donc ça génère des prises de connaissance du dossier qui mènent à des conclusions différentes. Vous avez aussi des facteurs complètement externes. Il y a des quartiers qui sont très problématiques à partir du moment où on a dans certains quartiers des remontées, souvent via le politique, qui nous dit mais mes administrés n'en peuvent plus. Ils sont à bout, ils ont peur de rentrer chez eux, ils n'osent plus laisser les gamins jouer au football sur le terrain d'à côté. Il va y avoir effectivement au parquet une certaine attention, un traitement différent face à un dossier. Et donc, tous ces facteurs, en réalité, je pourrais vous lister plein de facteurs. Parce que voilà, un dossier n'est pas l'autre, mais malgré tout, je comprends votre constat. On regarde les antécédents de la personne, ses déclarations, la façon dont il passe, si je puis dire. Alors, ça ne se limite pas à ça. Je vous vois réagir à ce que je dis, mais voilà, quand j'ai devant moi un mis à disposition, c'est difficile de lire dans la tête des gens, bien évidemment, et je ne sais pas le faire. Mais parfois, il y a des gens qui ont un discours où on se dit, lui, je pense véritablement que la simple mise en garde va suffire. Et je l'espère très sincèrement, parce que moi, voilà, quand le discours, entre guillemets, me convainc, entre guillemets, je vais avoir envie de laisser une chance à cette personne. Et puis, il y a d'autres personnes, quand on sait que c'est la 20e fois qu'ils sont mis à disposition pour vendre d'héroïne, que la mise en garde que je vais faire, elle ne va servir à rien, parce que la mise en garde que je vais lui faire, on lui a fait 20 fois auparavant et que ça n'a pas fonctionné. Alors, on est effectivement amené à changer de braquet.
Et tous ces facteurs peuvent expliquer le constat que vous faites, mais malgré tout, je comprends que ce constat, vous le traduisez en une insécurité juridique. Je vous remercie. Donc, pour conclure, simplement, j'aimerais attirer l'attention, attirer la réflexion sur le fait qu'on a quand même une loi, comme le disait le professeur Guillain, où on n'a pas de distinction entre les consommateurs, les trafiquants, etc. Ils ne font pas tout catégoriser, mais il faut à tout le moins repenser cette loi par rapport aussi aux différentes substances, parce que quand on se retrouve devant le tribunal, au final, on ne sait plus vraiment, si je ne parle pas des énormes trafics de stupéfiants, mais qui sont quand même assez rares, finalement, on est perdu dans toute une législation, ce qui n'est absolument pas acceptable. Et je pense qu'il est grand temps pour la Belgique de tirer les leçons d'autres pays. Madame Guillain citait notamment le Portugal, il y en a d'autres, pour que la réflexion puisse enfin aboutir à une loi adaptée pour que tous les intervenants y trouvent leur place et qu'on trouve une solution, puisque le fondement de la criminalisation pénale, c'est la santé publique. Ici, les toxicomanes ont besoin, avant toute chose, d'être pris en charge, même si, pour moi, ils commettent d'autres délits périphériques.